le 7 juillet 1896 à l'hôtel Watson à Bombay et pour la première fois en Inde était projetée une séquence cinématographique. Des images animées capturées par une caméra des frères Lumière constituant un document sur la France sur des sujets aussi banals que l'arrivée d'un train en gare. Plus de 100 ans après cette projection dans les derniers jours du XIXe siècle, l'Inde est devenue le plus grand producteur de films du monde. Ce qui avait été présenté comme une merveille technologique est devenu une forme d'art, en même temps qu'une gigantesque industrie et le divertissement de masse le plus populaire du pays. Dans les derniers jours de 1912, un homme de 40 ans, originaire du Maharashtra, qui avait touché à la peinture, à la photographie et à l'écriture de pièces de théâtre, décidait d'utiliser le cinématographe pour raconter des histoires. Mundi Raj Govind Phalke fouillait dans la mythologie indienne pour trouver le sujet de son premier film, Raja Harishchandra, un récit tiré de l'épopée du Mahabharata. Un premier long métrage tourné par Dada Saheb Phalke raconte la légende du roi engagé au service de la vérité et les innombrables sacrifices personnels, les épreuves et tribulations qu'il doit surmonter avant d'être récompensé pour son honnêteté par les dieux eux-mêmes. Ce n'est cependant pas une coïncidence si Phalke a puisé dans l'héritage culturel du pays pour trouver les sujets de ses premiers films. En 1930, un avocat idéaliste, Mohandas Karamchand Gandhi, se laissait convaincre par ses confrères indiens de retourner en Afrique du Sud et de prendre la tête de la lutte pour la libération du pays. Cela a pris à Gandhi quelques années pour consolider à la fois sa position à la tête du Parti du Congrès et sa direction morale sur les hommes du pays luttant contre la domination coloniale. Dans le pays, les individus exprimaient déjà leur ressentiment à l'égard de la puissance coloniale d'une façon singulière, et la réaffirmation du patrimoine culturel indien était manifeste dans les travaux des artistes indiens. Dada Saheb Phalke, comme il fut appelé plus tard, est considéré comme le père du cinéma indien. Dans ses premiers films, Phalke donne le ton de ce qui allait devenir le thème sous-jacent de la plupart de ses films en Inde. Les paraboles tirées du Ramayana et du Mahabharata constituent la base de la plupart des films qu'il a tournés dans le pays. D'autres pionniers ont poursuivi les efforts entrepris par Phalke. Des hommes tels que le peintre Babu Rao, Dhiren Ganguly, Ayarbi Sheila Irani, B.N. Sarkar et Himanshu Ray. Ils ont apporté des approches et des techniques de production innovantes. Ils ont été responsables en bien des façons de la maturité du cinéma indien et de la spécificité de sa forme narrative. Et en 1931, au moment où le parlant remplace le cinéma muet, le cinéma indien a évolué selon une grammaire narrative distinctive. Il a appris à chanter et à danser. L'industrie du cinéma s'est organisée en studio, un peu à la manière d'Hollywood, et est à l'origine de la production de la plupart des films. Et même si le divertissement était le premier objectif, les producteurs et metteurs en scène abordaient déjà d'importantes questions sociales. Ils ont su aussi trouver des sujets qui leur ont permis de contourner la censure imposée par les Britanniques, censure qui interdisait la propagande nationaliste. Dans Kismet, réalisé en 1943, les chansons patriotiques ont été justifiées envers les censeurs sur la base de ce que les ennemis auxquels il était fait référence dans la chanson étaient les Allemands. Mais tandis que les premiers films étaient inspirés de procédés pittoresques du pays, les metteurs en scène réalisèrent bientôt tout le potentiel de ce nouveau médium.
Parmi eux, les films d'action, les aventures excitantes de Nadia sans peur au Punjab, Hunter Wali, firent rentrer beaucoup d'argent dans les caisses. Après cette période de 5 ans, Veshantaram commença à explorer ce nouveau médium qu'était le cinéma pour exposer des points de vue sociaux radicaux. En 1937, Mohammed Ali Jinnah demandait la création du Pakistan pour les citoyens musulmans indiens. Les tensions communautaires s'accroissaient. La scène politique était dominée par l'appel de Gandhi à un mouvement de désobéissance civile contre les Britanniques. C'est dans ce contexte qu'en 1941, Veshantaram réalisa Parorsi, un plaidoyer profond et passionné en faveur de l'harmonie communautaire, et plus particulièrement entre hindous et musulmans. Le thème du sécularisme allait devenir dans les années suivantes un thème favori des metteurs en scène de films commerciaux. Les critiques plaidaient que l'industrie du cinéma elle-même était un exemple frappant de coexistence entre personnes venant de différentes parties du pays et que de la rencontre de ces différents univers sociaux, ethniques et religieux s'était constituée une culture composite, ce que de nombreux films démontraient. Le film Beju Bavra. Paroles de Shakil Badayouni. Musique de Noshad. Et voix de Mohamed Rafi. Tous de pieux musulmans, ils mettent côte à côte un immortel chant dévotionnel hindou avec des bhajans. Je crois que cette collaboration indirecte entre hindous et musulmans fait d'excellents films en faveur de la déségrégation des communautés. Cela ne répond pas directement au problème entre hindous et musulmans, mais c'est ce que nous pourrions appeler un processus culturel où interagissent hindous et musulmans. C'est la façon dont on doit regarder le cinéma indien, il me semble. En 1936, Himanshu Raj, qui a créé le cinéma parlant de Bombay, a produit Achut Kanya. Le film avait pour acteurs principaux Ashok Kumar et Devika Rani. Ce film, qui est aujourd'hui considéré comme un classique, raconte une histoire d'amour tragique entre une jeune intouchable et un jeune brahmane. Himanshu Rai réagissait à l'évidence à la question qui agitait la vie politique du pays à ce moment-là, l'intouchabilité. Ironiquement, le Mahatma Gandhi, qui faisait campagne contre les démons sociaux, se refusait à prendre le cinéma au sérieux. En 1939, K.A. Abbas, qui devait plus tard se forger une réputation en tant que réalisateur et de scénariste pour Raj Kapoor, a écrit au Mahatma Gandhi. J'apporte à votre attention et à votre approbation un nouveau jouet avec lequel ma génération a appris à jouer, le cinéma. Vous incluez le cinéma parmi les démons, tels que les jeux de hasard, la loterie et les courses de chevaux. Vous êtes une grande âme, Babou. Dans votre cœur, il n'y a pas de place pour les préjugés. Donnez à notre petit jouet, qui n'est pas aussi inutile qu'il le paraît, un peu de votre attention et bénissez-le avec un sourire de tolérance. Il n'y a pas d'indication sur ce que fut la réponse qu'envoya le Mahatma Gandhi, mais le cinéma allait jouer un grand rôle après l'indépendance en façonnant les politiques du pays. Bien que l'on reproche aux réalisateurs du cinéma indien d'avoir toujours plus ou moins perpétué les mêmes stéréotypes, sur une période de 50 ans, certains réalisateurs ont essayé de dépasser ces stéréotypes. Des réalisateurs tels que Bimor Roy, Mehboob Khan, Guru Dutt et Raj Kapoor ont réagi avec force contre ce qui, à leurs yeux, ne fonctionnait pas dans le pays.
En tant qu'artistes, travaillant à l'intérieur de cette machine commerciale de divertissement de masse, ils ont travaillé avec la grammaire intrinsèque du cinéma pour communiquer leur position. En 1948, Bombay était devenu un réservoir de talents. Bimal Roy avait quitté Calcutta et s'était installé à Bombay accompagné d'excellents techniciens pour participer à l'aventure du parlant. Il était déjà salué comme un talent important du cinéma. Il allait marier ses ambitions artistiques avec ses convictions idéologiques. Son film le mieux réussi en la matière est Do Bigha Zamin. अच्छा पारो, अब तू घर लौट जा। तेरा शरीर ठीक नहीं है, जरा ख्याल से रहना। मैं जाता हूँ। Réalisé par Bimal Roy, le film a été produit en 1952. Il se situe dans les années qui ont vu l'abolition de l'ordre zamindari et le développement des réformes agraires par le gouvernement central. इसमें रहने की क्या बात है? लोग क्या कलकत्ते नहीं जाते? क्या जाने, मन जैसे बार-बार कह उठता है कि मैं फिर तुम्हें कभी नहीं देख सकूंगी। पारो, तू तो मुझे भी Dans ce contexte narratif, Do Bigha Zamin était influencé par le cinéma néo-réaliste européen. Il décrivait l'ordre social traditionnel aux prises avec les convulsions d'une société en mutation. अरे तेरे बाप के बगीचा है, खड़े खड़े क्या देख रहा है? फुलवाड़ी है क्या? चला, अरे Do Bigha Zamin débattait de la vision socio-économique de Nehru, laquelle commençait à inspirer l'ensemble de la nation. C'était fondamentalement une partie de notre révolution bourgeoise démocratique que Nehru essayait de réaliser, et qui fut stoppée au début des années 60. Elle fut déviée. Donc, à partir de là, vous verrez progressivement les films indies s'éloigner de tels sujets, parce que la fin des années 50 et le début des années 50 avaient été une période de grandes espérances quant à la possibilité d'un changement. Do Bigha Zamin, je dirais, est peut-être la présentation la plus classique des changements que l'on cherchait à apporter dans la société rurale, et qui devait être provoqués en restructurant les relations sociales au monde rural. Les films de Raj Kapoor décrivaient aussi des citoyens de la nation essayant de venir à bout de leurs contradictions. Raj Kapoor entretenait des relations singulières avec Khwaja Ahmed Abbas, un communiste qui se déplaçait en voiture et qui écrivait les scénarios de la plupart de ses films. Abbas apportait des références politiques et économiques à ses histoires, lesquelles étaient mises en scène avec style par Raj Kapoor. Dans des films tels que Shri 420 et Awara, Raj Kapoor prenait fait et cause pour les classes marginalisées de la société, blâmant ouvertement l'ordre social qu'il tenait pour responsable de ce complot. अपनी गंदी बाजारी जबान सोच रहा है और फिर तू समझता है कि तुझ जैसे आवारा के साथ मेरी तक शादी की इजाजत दे दूंगा तो जैसे शादी करने से बेहतर है कि उम्र भर घर ही रहे या मर जाए क्योंकि नहीं कहते कि मुझसे शादी करने से बेहतर है वो किसी बड़े आदमी से शादी करे, किसी अमीर आदमी से या किसी जज से। निकल जाओ, get out! La combinaison, le mariage, de la créativité de Raj Kapoor avec Abbas Saeb a été une grande chance pour tous les deux. Parce que voilà un homme qui a donné son réalisme, et un autre qui a pu l'habiller de la façon la plus romantique. Cette sorte d'histoire d'amour, avec une musique et quelques scènes fantastiques, plus grandes que la vie, a été inspiré les autres réalisateurs et être copiée de nombreuses fois, ainsi qu'on peut le voir dans les films qui sont venus après Awara. Alors que l'Inde gagnait son indépendance, Mehboob Khan s'était déjà acquis une formidable réputation de metteur en scène avec des films comme Roti and Andaz. Mais il allait devenir une icône avec le remake d'un de ses films précédents, Aurat, qu'il allait intituler Mother India. Mother India est considéré comme une épopée nationale. Le film raconte l'histoire de Radha, dont l'époux est infirme et qui élève ses deux enfants en cultivant elle-même la terre. Pour une nation nourrie au cri de Vande Mataram, la métaphore était évidente. Le refrain constant du mouvement de libération, repris autant par Gandhi que par Nehru,
était que la vraie liberté signifiait la liberté par rapport aux vieux démons sociaux et économiques. Parvenir à cette liberté était la première priorité parmi les échéances du gouvernement, et ceci en dépit de la loi de réforme agraire de 1952. L'Inde rurale était soumise à un ordre féodal, et c'est cette réalité que n'ont cessé d'exprimer de nombreux films indiens, mais jamais de façon aussi poignante que dans ce film. Les films hindi glorifient les caïds de la pègre, et aucun acteur ne les a mieux incarnés qu'Amitabh Bachchan. Alors qu'Amitabh devenait un nom connu, ces films reflétaient une colère rentrée contre la société en ébullition. Dans la plupart de ces films, Bachchan incarnait ce personnage du rebelle en colère. Le nationalisme et le patriotisme deviennent alors la marque de beaucoup de films indiens. Roja, réalisé par Mani Ratnam, s'inscrit dans ce nouvel horizon. Le film en tamoul Roja a été tourné au Cachemire, région infestée par des terroristes transfrontaliers. Le film a eu un très grand succès dans sa version doublée en hindi. Cette idée du patriotisme s'est développée un peu plus tôt et est devenue une sorte de marque de fabrique de Manoj Kumar. Et les cinéastes de Bollywood ont très souvent utilisé ce thème pour susciter l'émotion. Le cinéma n'est cependant pas la prérogative exclusive de Bombay. Dès les premiers jours, avec les premiers pionniers de cette prospère industrie, le cinéma était florissant à Calcutta et Madras. Dans le sud, une industrie vigoureuse s'est développée. Grandes affiches colorées et panneaux d'affichage, voilà les moyens utilisés pour vendre les marchands de rêves. Mais ce qui a tué ce cinéma et sa liaison intime avec la société, ce sont ses liens inextricables avec le monde politique. En 1949, un mouvement régionaliste au Tamil Nadu, appelé Dravida Karagam et dirigé par Periyar, s'est divisé. À la tête du mouvement principal ont été nommés Dravida Munnetra Karagam, qui était dramaturge, et C.M. Annadurai, qui était scénariste. Anna et son équipe ont utilisé le cinéma pour lancer des messages sociaux révolutionnaires. DMK était engagé dans une lutte contre la suprématie des brahmanes et contestait l'iniquité du système des castes. Ceci a constitué pour DMK et son genre de cinéma un thème à exploiter. Pendant les dizaines d'années qui ont suivi, le cinéma allait devenir la plus puissante forme de propagande idéologique. M. Karunanidhi, qui allait être élu chef du gouvernement du Tamil Nadu par 3 fois, a écrit Parashakti en 1952. C'est l'histoire d'un jeune homme qui assassine le prêtre qui a essayé de violer sa sœur. De courtes scènes éprouvantes caractérisent ce genre de cinéma, prêchant pour les thèses de DMK. Pendant la période nationaliste, les hommes politiques et l'industrie du divertissement ont travaillé ensemble, pour leur plus grand profit. Le mouvement dravidien a utilisé ce média de divertissement dans des buts politiques. Il y avait 2 sortes d'interactions. La première, c'est qu'ils ont utilisé le cinéma pour propager leurs idées. L'autre, c'est qu'ils ont utilisé la popularité des acteurs de cinéma pour étendre leur influence sur les partis politiques. C'était une utilisation double.
Cependant, c'est Madhu Gopala Menon Ramachandrana, ou MGR, qui est devenu l'objet d'un culte de la personnalité sans précédent dans l'histoire du cinéma indien, à travers les personnages qu'il a incarnés dans le cinéma de DMK. Dans tous ses films, il jouait un personnage appartenant à un milieu déshérité ou marginalisé. On doit se rebeller et vaincre la tyrannie des institutions établies pour devenir un super-héros. C'est cette image de dispensateur de justice et les violents changements sociaux en cours qui ont fait se rejoindre le rêve et la réalité. MGR s'est engagé en politique en 1977 et est devenu chef du gouvernement du Tamil Nadu. Il l'est resté jusqu'à sa mort en 1987. Dans l'état voisin de l'Andhra Pradesh, qui abrite l'industrie du cinéma telugu, Nandmuri Taraka Rama Rao, ou NTR, est une véritable icône. Dans ses films, il s'est spécialisé dans les personnages de divinités de la mythologie hindoue. Et ses innombrables fans, constitués d'hommes et de femmes, le vénèrent comme un demi-dieu. C'est en investissant dans cette image qu'il a réussi son passage à la politique et en réaffirmant l'identité telugu comme arme idéologique. NTR a été propulsé au poste de chef du gouvernement de l'Andhra Pradesh. Son succès souligne une fois de plus le lien extraordinaire qui existe entre le cinéma et la politique dans la région. Vous avez vu la réalité actuelle reflétée dans tous les films, avec NTR dans le rôle de Dieu. Parce que dans ces films, il vient toujours pour résoudre les problèmes. Parce que vous croyez qu'un jour, Dieu ou quelqu'un avec des qualités quasi divines va venir lui aussi. Donc, alors la transition est claire. Quelqu'un qui pourrait imiter Dieu et qui, comme les dieux ou avec des qualités divines, pourrait chasser les démons de la société. Donc, quand NTR a fondé un parti politique, le Telugu Desam, il a investi celui-ci de son aura. C'était alors comme l'armée du dieu Krishna. Les Pandavas étaient venus venger les Kauravas et conduire la bataille contre le bien et le mal. Si le cinéma commercial indien a utilisé le cinéma à la fois comme miroir et comme thème, c'est dans le succès artistique des maîtres du film indien que la formation de la nation s'est effectuée avec succès. Satyajit Ray a utilisé ces films pour célébrer l'humanité de la vie rurale. Saisir une société en transition. Dans Jal Sugar, il témoigne de la disparition d'une culture au profit d'une autre plus grossière avec de nouvelles institutions. Dans Devi, il a mélangé le tempérament scientifique moderne avec la superstition de la mentalité traditionnelle. Ces derniers films sont un commentaire mordant du système de valeurs de l'Inde moderne. ফোর্ট উইলিয়ামে তুমি যে এলাহি ব্যাপারটা করলে তাতে ১,৫০০ লোক ইনভাইটেড হয়েছিল। তুমি বুকে হাত দিয়ে বলো তো ২ নম্বরই ছাড়া এগুলো সম্ভব? ইনকাম ট্যাক্সের দৌলতে Ritwik Ghatak, qui est un contemporain, a utilisé ces films pour décrire le traumatisme de la partition et l'angoisse de l'expatrié. Mrinal Sen, d'un autre côté, a utilisé le cinéma, du moins dans ses premiers films, comme un document social. Un programme pamphlétaire qui soutient des changements sociaux radicaux. Partout dans le pays, des réalisateurs sérieux ont utilisé le cinéma pour représenter les nombreux défis et problèmes auxquels l'Inde est confrontée.
Adur Gopalakrishnan. Le dernier Ardidan. Shyam Benegal. Govind Nihalani et de nombreux autres ont utilisé cette forme artistique pour tracer le portrait du pays. Quelquefois en utilisant la forme elle-même pour opérer une critique. D'autres fois en utilisant des paraboles et des allégories pour faire entendre leurs arguments. Le cinéma est resté la forme la plus persuasive de divertissement. L'industrie du cinéma commercial a créé des personnalités et des stars qui ont toutes, pendant toutes ces années, représenté l'humeur de la nation. Et aux millions de spectateurs qui se rassemblent dans les salles de cinéma tous les jours, les films indiens ont peut-être appris à rêver. En un sens, ces films ont aussi témoigné d'une nation en construction. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujalam Sujalam Malayadi Shitalam Shasya Shamalam Mataram Vande. Sujalam Sujalam Malayadi Shitalam Shasya Shamalam Mataram Vande.